Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la Plural Positivity World Conference. Ici c'est Cara, accompagnée d'Atoll, et aujourd'hui on a envie de vous parler de une possibilité de représenter son système grâce aux intelligences artificielles. Je vais commencer par me présenter, du coup moi c'est Cara, et vous me connaissez peut-être ou pas avec ce que je fais sur Partiel, mais du coup je suis un système d'une 30aine d'années et j'habite en Belgique. Bonjour, on est Atoll et on est un système de 12, 15, plus Alter, on sait pas trop, mais voilà, à peu près. Et on est passionné par les IA, notamment les IA texte-to-image dont on va parler, et qui nous aident beaucoup à représenter notre système. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire cette vidéo. Ouais, à fond. On utilise tous les deux essentiellement Midjourney, mais on va vous parler un peu de tout ça et de ce que ça nous apporte et de ce que ça nous a apporté dans la représentation de nos systèmes et d'autres choses. C'est une vidéo qui est en partie scriptée et en partie de la discussion. Vous allez très vite sentir quand est-ce qu'on sait ce qu'on raconte et quand est-ce qu'on improvise. Mais du coup, voilà, c'est normal s'il y a des différences de rythme à certains moments. En très bref, l'IA texte-to-image, c'est une forme d'intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de texte. En gros, on peut lui dire un chat assis sur un toit au coucher du soleil, et on obtient une image correspondante. Et ce sera une image unique qui sera générée grâce à l'apprentissage des vastes bases de données d'images et de texte, comme toutes les IA génératives le font à l'heure actuelle. Les intelligences artificielles plus poussées, elles ont vu le jour avec OpenAI, qui a été fondée en 2015, et elles se développent de plus en plus, surtout depuis 2021, avec notamment l'ouverture au grand public de DALL-E 2. Et les IA les plus connues pour la génération d'images à l'heure actuelle sont donc DALL-E 2, Stable Diffusion et Midjourney depuis 2022. D'ailleurs, les images d'illustration de cette vidéo ont été faites avec ces trois-là principalement et Pixai.com. Pour nous, l'intérêt principal des IA text-to-image, c'est évidemment le face claim. Et le face claim, c'est quoi? Eh ben, c'est la représentation personnelle des membres d'un système. Beaucoup d'alters aiment pouvoir s'identifier et se représenter aux autres. Évidemment, on n'a pas attendu les IA. Beaucoup utilisent des banques d'images, des picrous, des dessins personnels, des photos, etc. Les IA permettent potentiellement une représentation plus spécifique et tout ça peut aider au mapping d'un système. Le mapping, c'est définir un peu qui est qui. Ça commence souvent par une très simple liste qui s'étoffe petit à petit avec un nom, un âge, des goûts et un face claim. Petite note, évidemment, le face claim n'est jamais une obligation. Il y a des alters qui n'en veulent pas et c'est légitime. Tout comme il y a des systèmes qui n'y arrivent pas même s'ils voudraient. C'est pas la façon dont on est capable de se visualiser ou de se différencier qui fait notre légitimité. C'est pour ça aussi qu'il est possible de faire plusieurs face claims avec l'apparence du corps, avec des expressions, un détail qui change, une énergie, etc. Bref, le face claim c'est un peu la base, mais on développera d'autres aspects utiles plus tard dans la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut qu'on mentionne quand même des limites et des questions éthiques liées à l'utilisation des IA génératrices d'images. Tout d'abord, nous ici dans le cadre de cette vidéo, on parle uniquement de l'utilisation des IA dans un contexte personnel et non commercial pour se donner un outil de mapping, pas pour le but d'en faire une activité commerciale ou quoi que ce soit. Mais ça n'empêche pas par contre de vérifier à qui appartient la propriété intellectuelle de l'image que vous générez. Selon les IA, les droits d'auteur et la responsabilité vous reviennent pleinement ou reviennent à l'IA ou encore à d'autres personnes. Pensez toujours bien à vérifier les termes et conditions des IA que vous utilisez, même pour une utilisation non commerciale de vos images, pour éviter tout problème de droit d'auteur. Ensuite, il y a une notion importante dont il faut avoir conscience et dont on a envie de parler, la question du vol des artistes. Et c'est dans les deux sens. Le premier, c'est utiliser une IA à la place de demander à des artistes de produire une œuvre. Le second, c'est que les IA basent leurs apprentissages sur des bases de données qui contiennent des œuvres protégées pour lesquelles les artistes n'ont pas donné leur consentement. Alors, le premier point, comme on l'a dit, on parle vraiment ici d'une utilisation personnelle. Faut le dire, dans la plupart des cas, une personne qui fait un face claim n'aurait de toute façon pas demandé à un ou une artiste de le faire. Tandis qu'une personne qui aurait demandé à un ou une artiste pour un face claim le fera de toute façon et n'aurait pas utilisé une IA. Généralement, le face claim, comme on le dit, c'est utiliser des photos de Picrou, générer des personnages 3D, par exemple avec Veroid. Les IA sont un outil de plus, rien d'autre. Selon nous, on peut critiquer les usages, mais pas les outils. Oui, les IA sont parfois utilisées pour faire du plagiat. Cela a rendu peut-être plus simple la possibilité même de plagiat. Mais le plagiat, il a toujours existé. De là, pour nous, deux routes sont possibles. La première, c'est de considérer que, vivant dans un monde capitaliste, il est normal que les créateurs puissent gagner de l'argent avec leur création sans être plagiés par une IA. Dans ce cas, rendons le système judiciaire plus efficace pour lutter contre le plagiat. Soutenons les initiatives militantes qui vont en ce sens. L'outil n'est pas le problème, il accentue simplement un problème déjà existant. Et puis, les créatrices qui vivent de leur art sont extrêmement minoritaires, et en cela, privilégiées. Quid des millions de créatrices qui n'ont jamais vécu de leur art, ou celles qui n'ont jamais pu accéder aux privilèges et aux plaisirs de la création,
parce qu'opprimés sur un ou plusieurs axes. Handicap physique comme mentaux ou psychologiques, pauvreté, etc. L'IA permet un accès à la créativité qui n'est pas limité par des aptitudes physiques, comme le dessin, la peinture, la photographie. Et cela ouvre le champ des possibles, y compris à des communautés qui n'ont que peu de représentations auxquelles s'identifier. Ensuite, de notre point de vue, la seconde route possible par rapport aux IA et à la création de manière générale est de décorréler la création de sa valeur monétaire et individuelle. L'anarchie créative, en quelque sorte. Personne n'invente jamais rien. Le cerveau humain agrège, mélange, recoupe, imagine et crée à partir de ce qu'il a vu, senti, touché, goûté. Faire quelque chose avec une IA est facile. Obtenir exactement ce que l'on veut avec une IA, c'est déjà une autre paire de manches. Et puis, la frontière entre l'influence et le plagiat est-elle si claire ? À quel moment ce qui est qualifié de plagiat pose un problème d'ailleurs ? Souvent, ça va dans un contexte financier, lorsqu'une personne vend des faux d'un ou une artiste renommée, donc inscrite dans le système capitaliste. Si on enlève le monétaire de l'équation, il y a déjà moins de résistance. Alors, une des voies possibles, c'est peut-être le plaisir de la création, simplement, sans enjeu autre que le processus créatif et la joie du partage, de l'expérimentation et l'enthousiasme individuel comme collectif. Analyser et jouer avec une œuvre existante, ça peut être un très beau moment de création. Et puis l'immense majorité de celles qui utilisent les IA pour créer des visuels qui leur parlent profondément vous le diront. Utiliser le style d'un ou une artiste renommée, c'est drôle 5 minutes. Mais il y a tellement de choses plus personnelles et enthousiasmantes à faire avec les IA, comme avec les médias plus traditionnels. Le second point, c'est donc l'utilisation sans consentement des œuvres pour l'apprentissage des IA. Il y a des artistes qui enlèvent leur création des bases de données d'apprentissage, d'autres qui rendent leur image illisible, etc. C'est une question éthique importante qui nécessite vraiment que les personnes qui développent les outils d'IA adoptent des pratiques transparentes et responsables concernant la collecte, l'utilisation et le partage des données, y compris pour les utilisatoristes d'ailleurs. Bref, dans tous les cas, on peut pas surveiller ce que vous faites de chez vous de toute façon. C'est chacune d'avoir une utilisation consciente et responsable des IA et de checker les conditions, la transparence et l'éthique de tous les outils numériques. Enfin, un dernier point important à souligner, c'est que les IA sont à l'image de la société. Même si les personnes qui les développent cherchent à les rendre sécuritaires et non discriminantes, les IA restent entraînées avec des bases de données récoltées dans la société, donc avec les mêmes biais que la société. C'est par exemple plus difficile de générer des images aussi créatives et variées avec des personnes racisées, grosses, handicapées, etc. Parce que la société est normative, quoi. Et on espère vraiment que, comme dans les autres sphères de la société, tout ça finira par évoluer. Cela dit, de nombreuses communautés utilisent les IA pour créer des images leur permettant d'avoir des représentations auxquelles elles peuvent s'identifier et que la société ne leur offre que peu, voire pas du tout, comme dans des groupes Facebook comme Women in AI ou Afrofuturisme Central. Il faut voir des versions de peinture classiques avec des personnes noires, par exemple, pour comprendre instantanément l'intérêt majeur des IA pour la représentation des populations opprimées dans une culture encore majoritairement blanche. Maintenant que c'est dit, parlons un peu des différentes IA génératrices d'images. Il y en a plein. Certaines sont complètement gratuites, d'autres sont complètement payantes, et d'autres encore fonctionnent avec un système de crédit qui permet de générer un certain nombre d'images par jour ou par mois et de payer pour en générer davantage. Il y en a qui proposent qu'un style d'image, d'autres pour lesquels il est possible de préciser un style, par exemple plutôt photo, plutôt dessin, plutôt image de film d'animation, etc. Puis il y en a qui permettent de modifier certaines parties de l'image générée, ou qui permettent de partir d'une image, de faire des variations, et d'autres non, et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, et les résultats générés seront très différents en fonction de chaque IA, que ce soit en termes de style ou de résultat final. En effet, toutes les IA ne permettent pas de produire une image avec la même résolution et la même qualité, par exemple. Un point important à souligner, c'est que la plupart fonctionnent mieux quand le texte pour générer l'image, qui s'appelle d'ailleurs un prompt, est écrit en anglais. Beaucoup d'IA ne comprennent d'ailleurs que l'anglais. Vous pouvez vous aider d'un traducteur en ligne pour traduire vos prompts si besoin, comme par exemple DeepL, Google Translate ou même ChatGPT. Bref, c'est à vous de tester l'intelligence artificielle qui convient le mieux à votre utilisation. On va vous donner un peu plus de détails concernant les IA les plus connues, donc Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney et Pixai. Commençons par Stable Diffusion. Comme c'est une IA open source, il y a Stable Diffusion et il y a plein de variantes qui se basent sur son fonctionnement avec un thème, une interface ou un fonctionnement plus précis. Il est donc possible de générer gratuitement quelques images par jour directement via le site de Stable Diffusion, qui dispose aussi d'une version payante. Et il est également possible de l'installer sur un ordinateur si celui-ci est suffisamment puissant pour générer des images parce que c'est assez gourmand quand même. Et il y a de nombreux autres sites basés sur Stable Diffusion qui fonctionnent souvent avec un système de crédit. Certains sont très limités tandis que d'autres sont plus souples. Night Café, par exemple, propose quelques crédits par jour alors que Playground permet de faire 100 images par jour. Idem, la vitesse de génération dépend soit du nombre de personnes en train d'utiliser l'IA, soit du site spécifique. En bref, Stable Diffusion est très complète. Par contre, il faut tester les différents sites pour voir la vitesse, les crédits, etc. ou encore l'installer sur ordinateur pour en profiter pleinement. Passons maintenant à DALL-E, l'IA texte ou image d'OpenAI. Alors, il y a deux façons d'y avoir accès. La première, c'est via le site d'OpenAI en payant ChatGPT+,
qui coûte $20 par mois. Et la deuxième, c'est l'accès gratuit via le moteur de recherche Bing de Microsoft. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. DALL-E via Bing est un peu plus lent que DALL-E via ChatGPT+. DALL-E via ChatGPT suivrait apparemment mieux les prompts que celle du moteur de recherche, mais tout ça évolue tellement vite que ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques temps. Bref, pour utiliser DALL-E gratuitement, il faut donc passer soit par Bing Chat ou par Bing Image Creator. Dans l'ensemble, DALL-E propose de très belles images dans plein de styles possibles. Par contre, il est souvent difficile de faire une variation ou une modification précise de l'image. C'est très bien qu'on n'a pas besoin d'un résultat très précis. Maintenant, parlons de Midjourney. Alors, il faut savoir que cette IA fonctionne par Discord, comme un bot à installer sur un serveur, et elle est payante. Elle coûte $10 par mois pour la version la moins chère, mais il faut compter au moins $30 par mois pour avoir accès à la version qui permet de générer des images de façon illimitée. Midjourney est par contre très complet, avec la possibilité de générer dans beaucoup de styles différents, voire même de façon infinie, et même avec différentes versions de l'IA, ce qui permet de faire des variations, de modifier seulement une partie de l'image générée, etc. Les paramètres modifiables se comptent par centaines, les variations pour un même prompt sont infinies. Le tout assez vite, avec seulement des ralentissements vraiment aux heures de pointe. En bref, Midjourney est vraiment très bien et très complet, mais malheureusement cher. Enfin, il y a Pixai, qui est une IA qui permet de générer des images, surtout dans un style manga animé. Alors attention, avertissement de contenu, Pixai utilise surtout des codes d'animation asiatiques et elle est très normative et parfois très suggestive. Elle propose des corps minces avec des attributs généreux si on lui précise pas que ce n'est pas ce qu'on veut. Comme on dit, les IA apprennent de ce que la société leur montre. Bref, Pixai permet malgré tout de faire de très belles images, mais uniquement dans son style. Elle fonctionne avec un style de crédit et propose 10 000 crédits par jour qui sont cumulés si on les récupère une fois par jour, contrairement à Playground par exemple qui remet ses crédits à 100 chaque jour, mais pas plus. Alors attention par contre de bien décocher les options qui feraient dépenser des crédits pour rien, comme la génération rapide. Et pour l'utiliser vraiment gratuitement, choisissez la génération de mauvaise qualité qui coûte 0 crédit, et quand une image vous convient, utilisez vos crédits pour la générer en meilleure qualité. La génération est souvent assez lente, sauf si vous voulez dépenser des crédits pour que ça aille plus vite. En résumé, Pixai demande un peu plus d'attention dans son utilisation pour éviter les désagréments, et elle est plutôt lente, mais elle est très très bien dans son style. Voilà, comme on vous le disait, il y a plein d'autres possibilités. N'hésitez pas à regarder les tops, suivre l'actualité et à tester, évidemment. Rien que pour la vitesse de génération, ça dépend à la fois des IA et aussi de l'heure à laquelle vous générez. Aux heures creuses, c'est souvent plus rapide. Ok, maintenant qu'on a un peu parlé des IA, passons à l'utilité qu'elles peuvent avoir selon nous pour nous aider en tant que système. On en a un peu parlé dans l'intro, mais je pense que le premier grand truc, c'est aider au mapping en faisant des face claims et aussi pour représenter l'inner. Du coup, le mapping, c'est toutes les pratiques qui visent à cartographier un peu le système et donc et par ses membres, donc à quoi ressemblent les haltères, que ce soit physiquement, mais pas que. Le mapping, c'est au sens large, quoi. C'est aussi physique que mental, que quelles sont les affinités des haltères, est-ce que on peut communiquer tous les uns avec les autres, ou est-ce que, par exemple, cet haltère fait partie d'un sous-système et du coup, on a la capacité de communiquer qu'avec telle partie de son sous-système, etc. Le mapping, c'est vraiment toutes les choses qui rentrent dans le grand groupe apprendre à connaître son système. Et dans apprendre à connaître son système, il y a évidemment parcourir et découvrir son inner, et ça peut aussi être mapper son inner, quelle zone il y a, qui vit où, est-ce que la météo est pareille partout, est-ce qu'il y a des zones où il y a un rythme de saison et des zones qui sont figées, est-ce que c'est la même temporalité partout, à quoi ça ressemble, est-ce qu'il y a des dominantes de couleurs, enfin voilà. Le mapping, c'est tout ça. Et les IA, ça peut servir pour nous, autant pour la représentation des haltères que pour la représentation de l'inner. D'ailleurs, au niveau de l'inner, si vous en avez un, que ce soit une pièce ou un univers entier, vous pouvez absolument tout créer comme visuel. Et c'est vraiment très large comme possibilité. Et ah oui, je voulais juste repréciser un truc encore, c'est que on n'est évidemment pas obligé de tout mapper et ne pas savoir exactement qui est où et qui fait quoi à quel moment. C'est normal et c'est pas grave. C'est genre naturel en fait. C'est pas parce qu'il y a des zones d'ombre que c'est grave. On n'est pas obligé de se forcer à mapper. On n'est pas obligé, enfin c'est même mieux en fait de pas forcer les gens à se révéler si il y a une résistance. Si c'est pas précis, c'est ok. Si c'est flou, c'est ok. Si ça vous fait flipper de commencer à mapper un endroit, peut-être qu'il faut pas le mapper tout de suite. C'est pas censé générer de l'inconfort de chercher à mapper, et c'est pas non plus censé
et ça je sais que ça peut être compliqué, pas censé amener de problème de légitimité non plus. C'est pas parce qu'une partie est floue ou l'ensemble est flou que vous êtes moins un système ou moins légitime ou que vous... Rien en fait, juste tous les systèmes sont différents et les capacités de visualisation sont différentes, mais les capacités d'accès sont aussi différentes et par personne, et par système, et par alter, et même par moment. Bref, il y a tellement de facteurs qui peuvent complexifier le mapping que, enfin, c'est ok en fait, vraiment. Et j'ai envie de rajouter aussi que c'est ok d'avoir parfois envie de mapper et de le faire, et des fois de ne plus le faire ou de mettre de côté ou même de détruire s'il y a un accord là-dessus. Voilà, c'est important surtout qu'au sein du système, vous puissiez en discuter et que vous trouviez vos solutions qui puissent convenir à peu près à tout le monde, même si on sait bien que c'est pas facile. Et moi, je voulais rajouter aussi que c'est ok d'avoir mappé un truc et de revenir en arrière ou de laisser en suspens. C'est assez fréquent d'avoir un truc, de se sentir vraiment en adéquation avec, genre d'avoir fait la représentation physique d'un alter, que l'alter ait l'air d'accord, que tout soit fluide, et puis on retombe sur le truc 5 jours après, on se fait « mais c'est trop bizarre ». Je vois pas pourquoi ce serait comme ça. Et puis j'ai l'impression que c'est sorti de mon chapeau et que c'est pas vrai et nanana. Et puis je vois pas pourquoi ce serait comme ça. Et il y a un espèce de doute qui vient se mettre. Et vraiment, c'est commun en fait. Et c'est ok de se dire, ok, là ça me parle pas. Je vais le laisser là un peu. Et peut-être j'y reviendrai plus tard. Et peut-être que plus tard vous vous direz, non, c'était pas vrai. C'était pas ça. Ça match pas tant que ça au final. Et c'est ok. C'est ok en fait de revenir en arrière. Il y a pas de truc de j'ai mappé, c'est taillé dans le marbre pour toujours. Non, on s'en fout. C'est un outil en fait le mapping, comme n'importe quel autre outil. Bref, c'est un peu long comme truc, mais c'est pour vous dire, vous mettez pas la pression. C'est pas le concept. Voilà. Oui, voilà. La vidéo s'adresse aux systèmes qui ont envie de mapper et qui ont vraiment ressentent le besoin et cherchent des outils complémentaires pour ça ou pas. Enfin, voilà, c'est juste proposer une possibilité que nous on utilise et qu'on aime énormément parce que voilà, ça nous permet plein de choses. Et du coup, ouais, moi, j'utilise Midjourney depuis pas très longtemps, ça doit faire moins de 6 mois. Et c'est vraiment impressionnant à quel point ça m'a aidé, pas que pour mapper mon système, mais c'est surtout, enfin aussi quoi, parce que j'ai vraiment une mauvaise visualisation. Du coup, j'ai pas d'image mentale, je suis aphantasique, et donc j'imagine les choses en concept. Et donc pour moi, passer par du texte pour générer des images, c'est vraiment le truc qui manquait à mon existence, genre. C'est super bizarre à découvrir parce que c'est un truc que je savais depuis toujours, mais que je savais pas comment dire en mots parce que j'avais pas imaginé que le concept pouvait exister. Mais enfin, tu vois, je disais toujours des trucs comme mais je sais ce que je pense, mais je saurais pas te le dire parce que je le vois pas. Et enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup de problèmes entre la pensée en concept et n'importe quoi d'autre pour en parler à quelqu'un, parce que j'ai pas de capacité en dessin, enfin voilà, j'avais aucun moyen de montrer des choses que je ne vois pas moi-même, que du coup je savais pas décrire aux gens non plus, et vraiment là le fait de pouvoir écrire des textes, c'est vraiment trop ça. Et je sais d'ailleurs pas si j'ai une utilisation qui est exactement comme les autres, mais moi je tape jamais de prompt où je sais ce que je vais finir par avoir parce que je sais pas ce que je cherche. Du coup moi je tape des prompts hyper génériques, genre par exemple si c'est pour un alter, je vais taper une fille aux cheveux roux et puis je vais mettre par exemple une émotion ou un truc plutôt genre elle a l'air timide et elle sourit. Je saurais pas, par exemple, dire elle a une robe, ses cheveux sont mi-longs et bouclés et ses yeux sont bleus. J'en sais rien, je sais pas du tout. Mais par contre, je sais voir ce que je ressens comme oui ou comme non quand les images, elles se génèrent. Je sais par où je vais et je sais par où je me dis que c'est bien d'aller par espèce d'intuition, mais pas en ayant une image au départ. Et du coup, donc ça c'est mon cas spécifique de mauvaise visualisation, mais je pense que pour tout le monde, ça peut être vraiment cool parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir ni une idée précise, ni une très bonne communication pour que ça puisse marcher, parce qu'on peut vraiment se laisser porter au fur et à mesure des générations et de se dire « Ah oui, plutôt ça ou plutôt pas ça », changer un petit mot dans le prompt pour essayer d'aller dans une autre direction et puis se faire « Ah non, pas du tout, ça c'est vraiment trop pas ça ».
Je trouve ça personnellement plus facile même que sur Picroo, et je trouvais déjà que sur Picroo c'était tellement plus facile que n'importe quoi d'autre, comme par exemple moi je suis vraiment incapable de faire des mood boards par exemple sur Pinterest. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui prennent des images de vibe. Ben moi c'est trop abstrait pour moi et trop précis à la fois, que les Picroo déjà choisir dans une quantité d'options c'était plus facile, et là Midjourney, ouais, le fait de pouvoir prompter c'est vraiment trop bien. Pour ma part, j'ai une imagination très visuelle. J'utilise les IA texte ou image depuis plus de 2 ans, et pour nous, ça a été mais vraiment une révolution totale, aussi importante que lorsqu'on a eu accès à Internet vers 12-13 ans, et qu'on a découvert qu'on pouvait communiquer avec des gens à l'autre bout du monde, et juste utiliser ce moyen-là de communication. On est autiste, et donc du coup la communication IRL est parfois compliquée, avec plein d'indicateurs différents, et donc la communication écrite a été, écrite instantanée, a vraiment été quelque chose d'incroyable pour nous, tout comme la découverte d'Internet en entier. Et lorsque on a découvert les IA il y a 2 ans, ça a vraiment été waouh. Tout de suite, une immense créativité en fait, beaucoup de liberté, et puis voir les évolutions incroyables de l'IA, puisque j'utilise Midjourney depuis la V1. Et ce que j'aime beaucoup avec les IA, c'est que on peut être très précis, mais ça demande du travail, ça demande vraiment beaucoup de temps en général de maîtriser à peu près l'outil et de commencer à faire des choses qu'on veut. Comment dire, c'est facile de faire quelque chose avec l'IA. Il suffit juste de taper quelques mots et pouf, ça génère une image en général très jolie. Par contre, faire quelque chose qu'on veut faire quelque chose de précis, une image mentale qu'on va avoir si on n'est pas fantastique, ça demande souvent beaucoup de temps, plusieurs dizaines de minutes ou d'heures, avec des dizaines et même souvent des centaines de prompts. Ça m'arrive de passer plusieurs jours juste sur une illustration pour avoir exactement ce que je veux, dans le style que je veux créer, avec tous les paramètres que je veux, modifier des plein de petites choses au fur et à mesure. Voilà, beaucoup de personnes pensent que les IA c'est facile, et à la fois c'est vrai, en même temps c'est faux. C'est comme faire une photo. Faire une photo, c'est facile. Il suffit d'appuyer sur un déclencheur, et on peut faire plein de très belles photos juste en appuyant sur un déclencheur. Créer quelque chose qui nous ressemble et créer ce qu'on veut faire, ça demande une maîtrise des paramètres, et aussi simplement l'envie d'apprendre. Et moi, c'est ça que je trouve très chouette. L'IA, c'est tellement infini comme possibilité, parce que tout d'un coup, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de barrière physique, il n'y a plus de barrière de compétences physiques, de faire quelque chose avec ses mains. On utilise des mots, et c'est totalement révolutionnaire comme façon de créer. Alors bien sûr qu'on crée avec les mots des textes, des chants, etc. déjà, mais créer des images avec des mots, pour moi ça a été incroyable comme découverte, parce que justement j'ai un intérêt spécifique sur les mots, sur le langage. J'avais une frustration quand même au niveau créatif, parce que je dessine un peu, je peins un peu, je fais de la photo beaucoup, et ça, comment dire, l'IA n'a pas remplacé mes passions et les choses que je fais au niveau avec mes mains. Simplement, ça m'a ouvert un canal de plus pour exprimer ma créativité et pour créer des choses que je n'ai pas les compétences de faire avec mes mains directement. Mais après, ça va aussi dans l'autre sens, parce que il y a des illustrations que j'ai faites avec des IA que maintenant j'ai très envie de faire en peinture, et que je suis en train de faire en peinture, parce que j'ai mis longtemps à élaborer un style qui m'est un peu plus personnel avec l'IA, et ce style, j'ai envie de le faire, de le créer aussi sur des supports plus traditionnels. Moi, du coup, je pense que là encore, la fantaisie m'aide pas, mais moi j'ai très peu de rêves et de cauchemars, et moi ça me viendrait pas du tout à l'idée de prompter mes rêves, parce que, enfin vraiment, moi je fais des rêves très basiques, genre j'essaye d'aller aux toilettes et il y a un évier au-dessus de la toilette, tu vois. Moi je fais des rêves de casse-tête comme ça, tu vois, genre ou genre une porte qui doit s'ouvrir mais il y a pas de poignée, tu vois, des trucs comme ça. Donc après je pourrais en faire des illustrations, mais je n'y pense pas. Que toi plus. Oui, moi j'ai des rêves et des cauchemars extrêmement imagés et vivants et intenses, très 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 intenses, et beaucoup de cauchemars extrêmement intenses, et de pouvoir au réveil, y compris de mon lit, parce que du coup je peux prompter de mon téléphone, d'avoir ça en support tout de suite, juste après un rêve ou un gros cauchemar. Ça m'a permis de mettre en image des choses que j'ai vécues et qui sont très intenses, et qui souvent m'impactent pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
et qui partaient tout de suite en amnésie, en fait, que j'oubliais tout de suite, mais qui m'impactaient quand même. Du coup, oui, pouvoir personnaliser les rêves et les cauchemars, c'est... Enfin, les créer en images immédiatement, ou presque immédiatement, c'est vraiment, ça m'a changé vraiment beaucoup de choses. Et il y a plein de moments où l'IA devient une sorte de média de soutien par rapport à des émotions fortes ou des vécus sensoriels forts. Par exemple, lorsque j'ai des crises, qu'elles soient dissociatives, des crises d'anxiété ou des crises autistiques, voilà, des choses comme ça, ça peut vraiment me servir de support thérapeutique pendant et en dehors des crises. Ça m'est arrivé de traverser des crises d'anxiété en promptant, en générant des images, soit qui étaient des représentations de ce que j'étais en train de ressentir, soit qui étaient autre chose pour m'ancrer sur autre chose. Et vraiment, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et en dehors des crises, ça me permet aussi de me créer des ancrages, des balises en représentant les personnes de mon système ou des lieux dans l'INER qui sont safe. Voilà, j'ai très envie d'ailleurs d'imprimer certaines illustrations de l'INER que j'ai faites pour me faire des visuels d'ancrage en cas de crise d'anxiété chez moi. Et moi, il m'arrive d'utiliser Midjourney comme remplaçant à TikTok quand ce que je veux, c'est... Enfin, ce que je veux, c'est ce que je peux, en fait. C'est juste être dissocié et scroller. Ça m'arrive de prompter dissocier, et c'est pas très profond ce que je génère, c'est pas spécialement des illustrations que je vais garder ou qui me plaisent ou qui ont un fond, mais c'est quand même plus ancré dans une réflexion, même si c'est dissocié genre du moment présent, mais c'est plus dans ma tête que juste scroller mon TikTok sans même... Enfin, tu vois, ce moment où tu scrolles pendant des plombs mais tu sais même pas ce que t'as regardé 2 secondes avant. Eh ben, moi, ça m'arrive d'utiliser Midjourney en remplaçant à ça. Je dirais pas que ça m'aide à m'ancrer, mais ça me désancre moins que TikTok dans tous les cas. Oui, ça fait plein de petits shoots de dopamine parce que c'est très satisfaisant. Et personnellement, voilà, ça me fait des shoots de dopamine. Et en plus, il reste quelque chose. Je sais que des fois, j'ai des moments où je me sens très mal après avoir dissocié pendant longtemps sur les réseaux sociaux et d'avoir juste scrollé pendant des heures parce que j'étais en capacité de faire que ça émotionnellement et psychologiquement à ce moment-là. Et les moments où j'ai passé à prompter pendant des heures ou des dizaines d'heures parce que je n'étais capable que de ça, m'ont fait du bien parce que au moins il restait quelque chose à la fin. Et c'est vraiment très très personnel comme sentiment et comme comment dire, je ne hiérarchise pas parce qu'il y a voilà, je pense pas que si l'un soit mieux que l'autre. Juste, moi ça me fait du bien d'avoir quelque chose à la fin qui reste. Oui, c'est ça. Il y a plein de moments où je choisirais TikTok plutôt que Midjourney, hein, mais oui, je trouve que pareil. C'est exactement pareil que ce que tu disais sur les différents canaux. Ça m'a donné une possibilité de plus, tu vois, oui, de qu'est-ce que je peux faire quand je me sens dissociée à crever, que je sais pas quoi faire d'autre. Ok, j'ai l'impression que ça a créé un nouveau chemin et pas juste je vais scroller parce que depuis genre 10 ans, j'ai perdu toute autre possibilité de savoir ce que je faisais d'autre quand j'étais très dissociée que scroller. Je ne sais plus comment était le monde avant TikTok. Au-delà du fait qu'il en ressorte quelque chose et qu'il en reste quelque chose, je trouve que c'est intéressant aussi de parfois pouvoir se dire, à force en fait, c'est plus facile de se dire, ok, j'ai prompté ce genre de truc, peut-être que c'est plutôt, je savais pas qui j'étais super mélangée et super bizarre et je savais que je ressentais des trucs chelous mais je savais pas ce que je ressentais. Et moi je trouve qu'à force, il y a un peu moyen en fonction des styles et des thématiques de se dire, de relier en fait, de dire ah c'était peut-être plutôt machin ou peut-être que c'était plutôt truc et peut-être que en fait j'avais pas décelé mais peut-être qu'en fait j'avais été trigger par tel machin 3 jours avant mais que j'en avais pas conscience alors que ça faisait 3 jours que ça se tramait. Tu vois, ça me fait un peu ce même effet que je sais pas si toi t'as ça mais nous on a beaucoup de playlists un peu par mood qui en fait pourraient être des playlists par alter mais elles se sont pas faites comme ça, elles se sont faites par mood et tu vois c'est ces trucs où quand t'écoutes une chanson, t'as vraiment, en fonction des moments, un sentiment de confort ou un sentiment très genre « mais pourquoi j'écouterais ça hein ?» Complètement, c'est clair. Je trouve vraiment que les façons de prompter, ça apporte ça. Oui, moi ça nous arrive souvent de pas du tout se souvenir de ce qu'on a prompté en fait et de remonter notre fil. On a fait ça de temps en temps, il y a eu des alters qui ont eu envie de regarder un peu ce qu'on avait fait et on est remonté sur donc des mois voire des années de prompt. Ça prend très très longtemps parce qu'on a des
des dizaines de milliers d'images, je crois vraiment maintenant. Et on voit les périodes et on arrive maintenant aussi à savoir, pas toujours, hein, mais à savoir quels alters ont prompté. Et il y a des fois des alters qu'on prompté et on s'en souvenait vraiment pas du tout. Et on a retrouvé des illustrations qui étaient très parlantes de notre système, qui disaient des choses même importantes sur nous et qu'on a découvert du coup un peu après coup. C'est aussi un support à l'amnésie pour moi, le fait d'avoir des productions imagées de différents membres du système, mais aussi une façon de communiquer qui soit pas verbale du tout. Et pour les alters qui seraient non-verbaux, ou pour les personnes qui sont juste pas à l'aise avec le fait de passer par l'oral, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a particulièrement une difficulté du conscient avec le verbal. J'ai l'impression que les trucs qui sont profonds et plus proches de l'inconscient, enfin tu vois, dans cette barrière entre les deux, là, dans cette zone floue, eh ben, j'ai l'impression que passer par la verbalisation, c'est une étape d'après. J'ai l'impression qu'il y a des stades avant d'être capable de dire. Et ben, les images, elles permettent ça, moi, je trouve. Elles permettent de faire passer des messages ou des émotions ou des souvenirs ou des bribes, en tout cas, de trucs, avant que ce soit un fait factuel capable d'être dit. Oui, complètement. D'ailleurs, nous, on a un alter, peut-être plutôt un fragment, qui est vraiment sur ce qui est sur le dessin, c'est la seule chose qu'elle fait, c'est le dessin. Il y a souvent, quand on prompte, et j'ai retrouvé des passages où c'était elle qui promptait, et où sinon d'autres moments où elle est juste derrière et où elle est en co-conscience. Et elle parle pas, juste elle est présente, et ça fait aussi une façon de se relier, de communiquer voilà, de façon non verbale, pas avec des mots, pas avec d'être avant ça, de laisser de la place aussi à des alters qui n'ont pas envie d'un mode de communication aussi engageant que la parole ou les mots ou ce genre de choses. À fond, et peut-être aussi dans des moments où c'est trop, tu vois, ces moments où c'est trop overwhelmant que pour qu'il y ait de la place pour les mots. Ça m'est pas arrivé parce que je pense que j'y pense pas, mais je pense que j'aimerais, genre tu vois, quand je suis en colère et que je sais pas pourquoi de cette vieille colère que tu traînes en toi, tu vois, tu te réveilles comme ça, elle est là et tu fais mais pourquoi t'es là toi grande, va te ranger. Eh ben je le fais pas et je prends pas le temps, mais tu vois ce que je fais moi dans ce genre de moment, c'est que j'essaie de faire tu vois, les gens ils font écriture automatique, mais moi je fais vocal automatique parce que j'écris pas. Eh ben parfois, je fais pas de vocal automatique parce que parce que j'ai pas le temps, parce que je m'autorise pas à prendre ce temps où je fais que ça, parce que pour parler automatiquement, il faut que je fasse que ça, que peut-être que je devrais essayer de prompter parce que je pourrais sûrement le hacher en plein de micro-étapes dans ma journée. Tu vois, ça serait moins mobilisant de genre, je me prends une demi-heure, je pourrais genre générer 2 images, continuer ma vie, et ça pourrait peut-être être exactement comme cette vieille colère que tu traînes en te levant le matin, un truc qui est en tâche de fond derrière, mais pour lequel je pourrais quand même mettre genre de l'importance ou de la conscientisation. Oui, mais j'ai pas encore essayé. En tout cas, il y a vraiment plein de façons différentes de prompter. Alors déjà sur le prompt en lui-même, les paramètres, tout ça, mais aussi dans le rapport au prompt, dans le rapport à la génération d'images. Personnellement, j'ai un petit peu 2 moods. C'est soit la plongée en promptage avec où je vais prompter pendant des heures d'affilée et ne faire que ça parce que je vais être absorbée dans ce que je suis en train de faire. Bon, ça c'est évidemment les heures où les serveurs sont pas saturés parce que sinon ça devient très frustrant. Et moi je prends du plaisir à prompter des choses qui sont souhaitées mais pas réelles. Je vais donner un exemple. Imagine, je m'imagine qu'il y a un problème relationnel entre moi et une personne, sauf que potentiellement il y a de grandes chances qu'il soit plutôt imaginé par moi que vrai, puis de toute façon j'oserais pas en parler, et du coup prompter une espèce de résolution qui montre un moment d'amitié, eh ben ça m'aide à passer à autre chose ou à retrouver du rationnel, ou tu vois. Oui, je vois bien le côté un peu aider à se raisonner soi-même, à reprendre pied avec la réalité, parce que le scénario dans la tête peut partir en spirale. Oui, c'est ça. Et le fait de le coucher sur image, genre, je pense que ça aide mon cerveau à clôturer et à passer à l'étape d'après. Oui, c'est vrai, complètement. Moi, pour ce genre de choses, je fais souvent des images très abstraites, des choses qui vont pas être représentatives, voilà, où il va pas y avoir de représentation matérielle, d'objets, de personnes, etc., mais avec des choses très abstraites, ou alors en faisant de la photographie IA, du coup, parce que en fait, vraiment, les possibilités sont tellement infinies. Comme je fais de la photo, ça m'arrive de nourrir l'IA avec une image et de faire des variations de cette image et d'expérimenter, en fait, juste d'expérimenter, et c'est très satisfaisant. Et pareil aussi de jouer avec les autres sens.
d'imaginer, comment dire, je fais de la synesthésie, j'imagine souvent le goût d'une image ou le parfum voilà, d'un toucher, ce genre de choses, etc. Et ça me permet de jouer à ça aussi un petit peu en image. À quoi ça ressemble le parfum du soleil en image, par exemple? Attends, le soleil, il a pas d'image, alors Oui. pourquoi veux-tu que son odeur, elle ait une image? Et je pense que toi, tu m'as déjà dit aussi que les IA, ça t'avait aidé dans ta dysmorphophobie? Ouais, complètement, parce que le corps du système n'est pas du tout le corps de pas mal d'altères dans le système. Et puis même pour celles pour qui le corps de naissance est leur corps, il y a aussi de la dysmorphophobie, notamment à cause d'un TCA. Et du Mmh. coup, travailler sur la représentation des différents corps du système, travailler sur la représentation du corps de naissance, ça Mmh. nous a fait beaucoup de bien. Et on a commencé maintenant un travail il y a un peu plus d'un an, une série en fait d'illustrations qui sont sur les corps gros et qui sont sur comment dire, c'est un outil thérapeutique pour nous là-dessus. Le fait de pouvoir représenter des corps gros plein de façons différentes. Alors après, les IA sont bien évidemment grossophobes, classistes, racistes, etc. parce que ce sont des reflets de notre société. Hein. Elles se basent sur des créations déjà existantes. Enfin, voilà. Mais on peut orienter l'IA, bien sûr, on peut lui demander des choses spécifiques et après on apprend, on commence à trouver les termes qui vont dans les prompts permettre d'obtenir ce qu'on veut. Et j'ai pu créer des corps très très réalistes et des fois pas du tout réalistes et de nous faire travailler aussi sur de la fierté liée à la grosseur notamment et travailler sur cette dysmorphophobie pour la voir d'une autre façon alors que Mmh. on manque vraiment beaucoup de représentation. À fond. Je trouve vraiment que c'est le problème du manque de représentation, en fait. Si tu vois pas de représentation, tu peux pas sortir du fait que ça ne peut pas être joli. Oui, c'est ça. Je sais qu'au début, je faisais vraiment des représentations très consensuelles, de femmes grosses mais pas trop, qui correspondaient vraiment un petit peu à voilà, un corps en sablier, avec un beau visage et des poses jolies. Et puis petit à petit, j'ai pu creuser plus loin et mettre les personnages dans des positions moins flatteuses, beaucoup plus grosses. Enfin voilà, aller sur des physiques qui sont qualifiés de disgracieux, voire de moches, qui sont moqués, qui sont méprisés, et de les voir beaux quand même, de les Mmh. rendre beaux quand même, et du coup d'avoir une autre image sur aussi sur nous-mêmes et de manière, enfin travailler sur notre grossophobie intériorisée en fait. Ah bon? Et pareil, dans un truc un peu euphorisant, partir d'une illustration qui pourrait ressembler relativement à mon corps, mais en changeant des paramètres, par exemple en plus masculin ou en plus grand ou tu vois? Oui, c'est clair. Et puis, faire plein de choses, comme se rajouter des écailles, une queue. Bref, nous Donc on voilà. kiffe, c'est ça la conclusion. Oui, c'est très enthousiasmant et on a. Voilà. Voilà. Et pour autant, oui, ça a pas remplacé tout le reste. C'est juste un truc de plus. Non, du tout. Au contraire, même en fait. Même au Oui. contraire, personnellement, moi, ça m'a redonné envie. Enfin, j'avais pas peint depuis 12 ans. Et ça m'a redonné envie de peindre. Et pareil Mhm. pour la photo. Le fait de pas réussir forcément à avoir exactement ce que je voulais avec l'IA quand je maîtrisais pas encore très bien les paramètres, ça m'a redonné envie de faire certains styles de photos et de creuser un peu plus et puis de mélanger tout parce qu'on peut mélanger une image avec un prompt, plusieurs images ensemble. Enfin, on peut, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Et puis après, si on maîtrise aussi des outils comme Photoshop, eh bien, pouvoir jouer avec les différents filtres et masques de fusion pour mélanger des images, pour faire des cadeaux aussi. Ça m'est arrivé de faire des créations spécifiques pour des personnes que j'aimais beaucoup et de les partager, voilà, de leur partager en cadeau. C'est aussi un moyen de communication avec d'autres personnes à l'extérieur du système. Je suis d'accord avec tout. Voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur quelque chose? Euh, Je crois que je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois que non, je crois que c'est bien, c'est chouette. Je crois que j'ai Ok. dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire et c'est chouette d'en parler. Ok. Merci beaucoup. C'était trop cool comme discussion. Et nous, on se retrouve en live dans un instant pour répondre à vos questions-réponses. À tout de suite!